Alors du coup, là, je vais vous présenter l'état des lieux de Bulldoze, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait comme vente de liens? Ce qu'on propose comme prestation? Combien on en vend? Je vais même vous donner des chiffres, en euros, ça je sais que vous adorez ça. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça et après je vais vous expliquer comment, je suis arrivé à cette chose, à l'offre étrange qui est Bulldoze finalement. Parce que c'est un petit peu un extraterrestre dans les plateformes de vente de liens. Et après, on verra quelques points stratégiques sur lesquels vous devez réfléchir si vous vous lancez dans la vente de liens. Alors, c'est vraiment énervant de ne pas avoir le plein écran total, c'est vraiment bizarre. C'est bon, j'essaie de... Ah, c'est pas mal. Bon, je vais rester avec ça. Alors, déjà, un petit état des lieux de Bulldoze aujourd'hui. Bulldoze, qu'est-ce que c'est? Donc, Bulldoze, avant tout, c'est de la vente d'articles sponsorisés. Donc, en gros, on en vend 1000 par mois. Et on les vend sur notre PBN qui fait 1700 sites. Donc là, c'est des sites qui sont à nous, c'est des blogs WordPress qu'on a créés au fil du temps. Et on propose à nos clients d'acheter des articles, de publier des articles sponsorisés dessus. Ensuite, Bulldoze, c'est aussi de l'hébergement de blogs de PBN qui appartiennent à nos clients. Donc, on leur crée leur blog de PBN WordPress et après, on les héberge. Donc ça, on en a 1900. Et enfin, c'est la dernière petite prestation qu'on propose sur Bulldoze, c'est l'optimisation du TrustFlow. Et il y a 500 sites de clients qui sont gérés quotidiennement pour l'optimisation du TrustFlow. Et donc ça, voilà, c'est quelque chose qui date de l'année dernière. Donc, et ça a plutôt bien fonctionné. En fait, ça a été un joli succès parce que 500 sites, c'est pas mal. Alors, au total, on a 300 clients actifs à servir quotidiennement parce qu'en fait, par exemple, le TrustFlow et l'hébergement, là, c'est pas seulement quand il y a des commandes qui arrivent, hein, c'est tous les jours qu'il faut être sur le pont pour surveiller que ça fonctionne bien. Et on est 3 personnes pour gérer l'intégralité du dose. Donc moi, le fondateur, Magali, qui est ma femme et qui est, on va dire, gérante de l'entreprise. J'en parlerai après. Et enfin, Tiavina, qui est une assistante virtuelle basée à Madagascar. Et du coup, voilà, on est 3 personnes pour gérer l'intégralité de Bulldoze. Alors, Bulldoze est mon entreprise de façon plus générale. C'est 15% de croissance par an, et cela depuis 12 ans. Alors 15%, ça peut paraître pas grand-chose, mais en fait, quand on le multiplie par 12 ans, là, ça commence à faire beaucoup. Donc en vrai, c'est plutôt une jolie réussite. Donc ça, je suis assez content. Et une des particularités, c'est qu'on a fait quasiment aucune dépense publicitaire pour notre entreprise. En fait, c'est uniquement de la visibilité organique. Ça aussi, je reviendrai dessus tout à l'heure, comment on s'y est pris. Parce que c'est quelque chose qui nous distingue vraiment des autres plateformes de netlinking et des autres prestataires SEO. Ça n'arrive pas, enfin, c'est pas si courant. Et en gros, c'est 3 heures de travail opérationnel par jour et par personne. Donc là aussi, c'est quand même vachement sympa parce que, alors, ce que j'appelle travail opérationnel, c'est le travail obligatoire pour faire vivre la plateforme. Par exemple, voilà, cliquer sur le bouton publier un article, valider une commande, répondre à un mail d'un client, voilà, des choses que si on ne le fait pas, en fait, la plateforme ne fonctionne pas. Alors après, évidemment, notamment pour moi, il y a des horaires supplémentaires pour tout ce qui va être la communication, pour améliorer le code, euh, améliorer les processus. Mais bon, voilà. En gros, avec 9 heures de travail par jour divisé sur 3 personnes, on arrive à faire tourner tout ça. Alors, quand je vous montre toutes ces slides précédentes, on a l'impression que finalement, c'était un long fleuve tranquille, hein. Voilà, on a commencé par créer Bulldoze et puis un petit peu à la fois, c'est monté crescendo de façon gentille. Mais en fait, non, c'est pas du tout ça. En fait, sur le chemin, avant d'arriver à Bulldoze en 2026, il y a eu un chemin entrepreneurial qui a été bourré d'erreurs, bourré d'échecs, bourré de décisions quand même assez difficiles à prendre. Et je vais vous partager aujourd'hui cette histoire avec vous et je vais vous expliquer ce qui était mauvais, ce qu'il n'aurait pas fallu faire et ce que des décisions difficiles qui n'auraient pas été si difficiles que ça si je les avais prises dès le début. Et mon espoir, c'est que en ayant connaissance de mon expérience, vous puissiez ne pas reproduire ces erreurs et ces échecs
pour que vous puissiez aller beaucoup plus vite et réussir à avoir votre entreprise qui fonctionne bien le plus rapidement possible, parce que c'est quand même ce que tout le monde veut. Donc, c'est parti. Alors, je vais reprendre. Finalement, j'avais dit que je prendrais les 10 dernières années, mais non, je vais reprendre dès le début de la création de mon entreprise, c'est-à-dire en 2010. Et en 2010, en fait, je suis encore salarié, je suis développeur. Donc, mon travail, c'est de développer des CRM, c'est ce que je fais tous les jours pour mon employeur. Et le soir et très tôt le matin, je développe un site éducatif qui s'appelle Site PE. Ça signifie site pour les professeurs des écoles, parce que j'ai une très courte expérience de professeur des écoles pendant 6 mois, avant de comprendre que c'était pas du tout fait pour moi. Et par contre, Magali, ma femme, elle est encore professeure des écoles à ce moment-là. Et en fait, j'ai une espèce d'alignement algorithmique devant moi, parce que je ne me rends pas compte à l'époque. Il m'a fallu 12 ans pour analyser précisément pourquoi Site PE a été un succès. Mais en fait, au bout d'un an et demi, je reçois 360 000 visiteurs SEO par mois. Donc, c'est quand même assez conséquent, parce qu'en plus, ce visiteur-là ne se contente pas de visiter une page, hein, ils en visitent plusieurs. Donc, voilà, je peux taper des fois jusqu'à 1 million de pages par mois. Donc, c'est quand même pas mal du tout pour un débutant. Et je commence par faire de la monétisation tout simplement via AdSense. Donc, le coût par clic à l'époque, il est quand même assez élevé, ce qui me permet de toucher quasiment un SMIC rien qu'avec AdSense. Donc, c'est confortable. Vu qu'une fois que le site est posé, il n'y a plus vraiment beaucoup de travail. Et surtout, après, ce qui va tout changer, c'est quand je vais croiser une régie publicitaire spécialisée dans l'éducation qui, elle, va me financer des campagnes où je dois afficher simplement un petit carré, une petite bannière. Et des fois, c'est 5 000 € pour 2 semaines d'affichage. Donc là, en fait, c'est absolument énorme. Il faut savoir qu'à l'époque, je suis salarié, donc je touche 1 800 € par mois. Forcément, ça change un petit peu la vie. Alors, avec ce genre de campagne qui se multiplie, eh ben, je reste pas longtemps salarié et je vais passer auto-entrepreneur de 2012 à 2014. Alors, auto-entrepreneur, pour moi, évidemment, à l'époque, je sentais que j'étais un vrai entrepreneur, hein, c'est marqué dans le mot. Mais en fait, non, j'étais juste un salarié qui était sorti de sa condition de salarié pour faire comme les entrepreneurs. Mais en fait, je sais pas du tout comment on entreprend. Et du coup, en 2012, oui? Non, 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 c'était drôle, c'est vrai, parce qu'on a toujours l'impression que de se lancer comme ça, c'est à la portée de tous, que ça va être un long fleuve tranquille, mais il y a souvent des embûches et c'est pas si donné et si facile de se lancer tout seul. Il faut beaucoup de courage et au-delà du simple métier d'éditeur de site ou autre qu'on va faire, il y a toute une partie de gestion à côté aussi qui est très prenante, quoi. Voilà. Et puis, surtout, vu que mon site cartonne à ce moment-là, et voilà, moi, je me prends pour un entrepreneur, c'est bon, tu vois, j'entreprends un site, je réussis, je suis entrepreneur. Non, c'est pas ça, en fait. Un peu plus compliqué. Et du coup, je lance des nouveaux des nouveaux projets de sites éducatifs, et en fait, à chaque fois, c'est un fail total. Tout simplement parce que j'accorde aucune importance au marché de savoir si mon site, en fait, il est vraiment attendu par quelqu'un. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Est-ce que c'est utile? Et ça, en fait, moi, je m'en préoccupe pas trop, tu vois. Moi, j'ai ma vision, je suis créatif, je lance des sites, et puis, théoriquement, ça marche puisque ça marche une fois. Et en fait, non, pas du tout. C'est échec sur échec. Donc, me décourage pas, parce que par contre, je suis motivé. Et puis, de toute façon, pendant ce temps-là, en fait, il peut continuer à fonctionner. Donc, moi, je reçois des campagnes, je les close, ça marche. C'est cool. Ça peut fonctionner. En fait, c'est une période hautement créative, mais elle est sympa. Je vais pas regretter. Alors, en 2013, je fais une grosse erreur. En fait, j'auto-sabote mon site PE en faisant un changement d'URL. Alors, aujourd'hui, c'est le premier conseil que je donne à tous mes clients à chaque fois que je leur dis de changer quelque chose à leur site. Surtout, je leur dis: «Ne changez pas vos URL», hein, ça, c'est capital. Donc ça, c'est un conseil qui reste valide aujourd'hui, mais à l'époque, je ne me connaissais pas, et du coup, je change les URL de mon site PE. Je perds évidemment instantanément des positions, enfin, pas instantanément, un petit peu à la fois, des positions à cause de l'indexation qui est perdue. Donc là, ça commence à être problématique, parce que je passe de 300 000 visiteurs par mois à 200 000, puis 150 000. Enfin voilà, ça diminue quand même très fortement.
Alors, je finis par comprendre le problème et à corriger, mais en fait, c'est trop tard. Une fois qu'on a perdu toute position, et bah, c'est pas parce qu'on remet les URL correctement qu'on va les récupérer. Et là, la concurrence s'est un petit peu développée entre-temps. En parallèle de ça, il y a une diminution du coût par clic. En fait, je ne le sais pas encore, mais c'est la fin de l'âge d'or du clic sur les bannières et sur Google. Et un petit peu à la fois, le coût par clic va diminuer. Et ça sera la fin des belles campagnes, 5 000 € pour afficher un petit carré pendant 2 semaines. Ça va se terminer. Après, ça sera 1 500, 1 000 et ça va ne faire que diminuer, en fait, au fil du temps, plus la diminution de trafic. Et du coup, à ce moment-là, je me dis: «Bon», parce que le SEO me passionne. Je trouve ça vraiment cool, c'est une façon de gagner de la visibilité que je trouve vraiment très intéressante parce que c'est gratuit et en fait, je suis un gros radin. Ça, c'est une caractéristique. Donc je m'intéresse de plus en plus de SEO. Je me forme dessus en autodidacte et en faisant beaucoup d'expériences sur des sites web et du coup, je finis par lancer mon blog. Alors au début, il s'appelle educaref.fr, Educa pour éducation, Ref pour référencement et après je switch sur, françoistreca.com et bah, c'est un blog que je continue aujourd'hui d'alimenter, régulièrement. J'ai encore fait des articles. J'ai encore publié un article hier. Alors, ce blog-là, il est extrêmement important aussi au niveau de ma communication parce que c'est ce qui va me permettre en fait de, communiquer régulièrement auprès de mon audience et de me faire connaître gratuitement. Alors c'est pas gratuit dans le sens où rédiger un article, c'est énormément de travail. Il suffit pas de lancer ChatGPT puis lui dire: «Rédige-moi un article» pour que ce soit intéressant, il faut avoir quelque chose à raconter. C'est bon? Enfin, alors du coup, comme, Site me rapporte de moins en moins d'argent, en 2013 et bah, je commence à vendre mon temps. Donc ça, c'est quelque chose que théoriquement, en tant qu'entrepreneur, vous devez absolument éviter de faire. Vendre son temps, c'est toujours une mauvaise idée, pour une raison toute simple, c'est que si un jour vous êtes malade et bah, vous pouvez plus vendre votre temps et dans ce cas-là, vous gagnez plus d'argent. Donc je vends mon temps en, vendant des prestations de conseil, en référencement. Alors, c'est notamment au début avec des clients locaux, c'est-à-dire, dans ma ville. À l'époque, je travaillais dans une pépinière d'entreprise, donc j'ai un tout petit bureau dans un bâtiment avec d'autres entrepreneurs et du coup, bah, voilà, ils me demandent des conseils pour améliorer leur référencement et bah, du coup, ça me permet de me faire un petit peu la main sur des petits clients, pas trop compliqués et au bout d'un moment, je commence même à faire de la sous-traitance d'agences. Alors ça, c'est grâce à mon blog. Comme je rédige des articles et bah, il y a des agences qui me repèrent et qui me proposent de sous-traiter la partie SEO de leurs clients et bah, je commence à travailler un petit peu comme ça. Alors je travaille notamment avec une agence qui me paye, 150 € par mois pour, gérer leurs clients, alors qu'eux facturent 1 000 € par mois. Donc ça, j'ai découvert après. Alors évidemment, dans ce genre de cas, ça pose un petit peu des problèmes parce que, bah, quand le client paye 1 000 € par mois, il s'attend à un certain niveau de service, mais que moi je peux pas lui fournir avec, 150 € par mois, évidemment. Donc voilà, ça crée des petites dissonances comme ça. Mais bon, c'était toujours intéressant comme expérience. Heu Au bout d'un moment, je commence à avoir de plus en plus de clients. Alors, au début, c'est très, très modeste, hein, c'est une dizaine de clients. Mais, c'est déjà suffisant pour que je fasse des erreurs de facturation. C'est-à-dire que quand je fais une nouvelle facture, à cette époque-là, je fais un copier-coller de ma précédente facture, je modifie l'adresse du client, son nom, le montant et tout ça et bah, régulièrement, il y a des erreurs qui se glissent et du coup, les clients sont pas contents d'avoir des factures qui sont pas vraies. Alors du coup, je décide de créer mon propre CRM. C'est ce que je vous avais dit, à la base, j'étais salarié et mon boulot, c'était de développer des CRM. Et donc, bah, je fais un petit CRM perso qui me permet de facturer les clients et de gérer ma comptabilité. C'est c'est une base, mais en fait, ce CRM-là va être extrêmement important pour la suite parce que c'est ce qui va me permettre de développer toute ma gestion client, après de recevoir des commandes et à la fin, en fait, ça va être, carrément intégré dans Bulldoze et il va y avoir une fusion entre les 2, entre mon CRM et Bulldoze, qui va me permettre d'avoir le Bulldoze actuel. Donc, je m'en rends pas compte en 2014, mais je suis en train de construire une brique fondamentale qui va me durer encore 12 ans. En 2014, je crée mon premier SaaS. Alors, il s'appelle Mass Content SEO et en fait, c'est un SaaS qui est
vraiment puissant. Je veux dire, les fonctionnalités qu'ils proposent, honnêtement, j'y ai passé des centaines d'heures et ça permet de générer des textes, alors sur la base d'une technique que maintenant tout le monde a oublié, qui est le spin. Ça me permet de gérer des cocons sémantiques, sur, différents sites. Ça me permet également de créer, et de gérer des PBN en HTML, des PBN de sites en HTML et tout ça dans un seul outil et enfin voilà, en fait, aujourd'hui encore, je considère que franchement, c'était un excellent outil, mais alors par contre, malheureusement, c'est un échec commercial cuisant. C'est-à-dire que personne n'en veut, personne comprend à quoi ça sert et je me retrouve avec, des centaines d'heures de travail qui servent à rien du tout. Je crois qu'en tout et pour tout, j'ai dû vendre, 50 heures, 50 mois d'abonnement, qui devait être en plus à, 4 € par mois, quelque chose comme ça. Donc en fait, c'est vraiment un énorme fail. Et là encore une fois, c'est toujours le même problème que j'ai à cette époque-là, c'est que je m'inquiète pas de savoir ce que veut le marché. Moi, voilà, j'ai une idée dans la tête, je trouve ça cool, je la développe, je la fais et après, je me rends compte si ça marche ou pas, quoi. Alors que si j'avais fait une enquête de plus de, 4 minutes et je me serais rendu compte que, tout le monde s'en foutait de ce genre de produit, quoi. Mais bon, c'est en se plantant qu'on apprend, mais voilà, si j'avais eu ce conseil-là avant, ça aurait peut-être changé la mise. Alors du coup, c'est bien gentil d'empiler les échecs comme ça, au fil des années, mais au bout d'un moment, ça commence quand même à être problématique et en mi dans mi-2014 je suis quasiment en faillite. Je ne peux pas me payer pendant, 2 mois, donc et à l'époque, je viens d'être papa, j'ai mon prêt de maison, enfin voilà quoi, donc je peux pas me permettre de cumuler trop de mois sans salaire. Donc je commence à proposer des prestations de développement, informatique, donc là, du PHP, du HTML, enfin des sites quoi. Et là ça rapporte beaucoup moins que le SEO clairement, parce que c'est pas une spécialité. Enfin, c'est beaucoup moins spécialisé et j'envisage même de retourner salarié. Donc là, ça commence à être un petit peu déprimant et ça commence à être un petit peu stressant. Alors 2014, c'est aussi, une année où je crée mes premiers sites de type, mots-clés plus ville. Alors aujourd'hui, on appellerait ça SEO programmatique. C'est-à-dire qu'on fait, un site qui fait 120 000 pages et chaque page, ça sera par exemple plombier plus une ville. Donc plombier, Paris, plombier Marseille, plombier et moi je fais en fait toutes les communes sur 5 mots-clés sur chacun des sites et du coup j'arrive à, des sites qui font 120 000 pages. Alors ça, c'est grâce au moteur de Mascontent SEO. Donc c'est quand même assez, donc quand je vous dis que c'était assez puissant, ça permettait par exemple de faire, 120 000 pages avec, des textes différents. Donc voilà, ce qui était pas forcément évident à l'époque et ces sites vont servir à générer des leads. C'est-à-dire que, par exemple, sur, Plombier Paris, les gens arrivaient sur la page, dédiée à cette ville et ils pouvaient saisir, leur nom, leur prénom et un mail pour être appelés ou alors, on mettait un numéro de téléphone surtaxé pour que les gens appellent directement. Donc ça marchait, ça a décollé au bout d'un an. Donc du coup, en 2014, j'ai pas pu bénéficier des fruits, de ce travail. Mais après, ça a vraiment tout changé. Alors là où il va y avoir un énorme, switch, ça va être fin 2014 avec le concours SEO Trafic Organique qui avait été organisé par, Script SEO à l'époque, donc un site, forum Black Hat et le fait d'avoir gagné ce concours, ça a débloqué énormément de choses. D'abord, je me suis fait remarquer dans le SEO FR, c'est-à-dire que jusqu'alors, j'étais juste un auto-entrepreneur, parmi, des centaines d'autres dans le métier et donc on m'accordait pas plus d'importance que ça, ce qui était assez normal finalement et à partir du moment où je gagne ce concours, où il y a aussi en face des personnes déjà un petit peu, costauds, ça change la vision dans le SEO français et du coup, je vais commencer à vendre de très, très belles prestations, en utilisant le moteur de Mass Content SEO. Parce que si personne n'en veut moi j'utilise bien par contre. Et du coup, je vais pouvoir vendre des concours sémantiques générés automatiquement. Alors, c'est un petit peu, c'est un peu contradictoire, hein, concours sémantique et généré automatiquement. Parce que, théoriquement, un concours sémantique, c'est censé avoir, des beaux textes pour bien convertir. Mais bon, ça marche quand même. Donc, finalement, c'est plutôt cool. Et là, je vends des prestations à plusieurs milliers d'euros
Et ce qui fait que en fait, mon entreprise va être sauvée parce que je vais faire payer d'avance. Et voilà, ça me donne une grosse bouffée d'oxygène et ça sauve mon entreprise de la faillite. Ce qui va me permettre de passer en 2015 à l'échelle. Alors en 2015, il y a un événement très important qui arrive dans mon entreprise, c'est ma femme qui arrête d'être professeure des écoles et qui me rejoint pour travailler avec moi. Alors autant moi j'ai une vision, je suis créatif, j'enchaîne les projets, ça me fait marrer. Je trouve ça très bien, voilà. Un petit côté artistique. Autant ma femme, elle est très orientée rentabilité. C'est-à-dire que, c'est bien mignon la créativité, mais il faut que ça rapporte. Alors au début, quand elle arrive dans l'entreprise, bah, elle sait pas faire grand-chose parce que, bah, elle est professeure des écoles et pas, marketeuse ni SEO et donc je lui propose de faire, la comptabilité et donc en faisant la comptabilité tous les mois, elle finit par se rendre compte qu'il y a un site qui rapporte entre 300 et 400 € tous les mois en faisant rien et en fait, elle connaît même pas ce site. Et puis, du coup, elle demande des explications et puis, elle me dit: «Bah, c'est quoi ce site?» «Ah bah oui, c'est un test que j'ai fait l'année dernière, c'est rigolo, il fait 120 000 pages, c'est, mots-clés plus ville et puis, bah, en fait, ça marche bien parce qu'il y a des milliers de visiteurs par mois et puis ils laissent, leurs coordonnées pour être appelés et du coup, ça fait 200 ça fait entre 300 et 400 € par mois, c'est cool, hein?» Et puis elle me dit, «Mais, ce site-là, tu peux en faire d'autres?» Je fais: «Bah ouais, mais pas de problème et tu peux en faire sur d'autres thématiques?» «Bah oui, pourquoi pas?» Et là, je me fais engueuler parce qu'elle me dit: «Mais attends, mais tu rigoles ou quoi? Tu as une mine d'or entre les mains, tu as juste à la multiplier et toi, tu restes là à faire, des projets rigolos, donc là, c'est fini mon gars, tu vas faire des sites en masse de mots-clés plus Gilles». Je fais: «Bon, d'accord, OK, OK» et du coup, on va se lancer dans la création en masse de ce type de site, toujours avec Mass Content SEO du coup et on va monter jusqu'à 150 sites de ce style-là. Alors on va taper dans tous les métiers, du chantier, mais on va faire aussi dans le crédit, dans l'assurance. On va faire aussi, alors des fois on tente des trucs, c'est n'importe quoi. On tente les chaises de bureau, enfin les robes, enfin voilà, on teste tout plein de trucs et finalement on a 150 sites qui vont, bien tenir et qui vont rapporter de l'argent régulièrement. Alors ils vont pas tous rapporter entre 300 et 400 €, mais facilement, 50 € en moyenne, quoi. Que finalement ça fait quand même pas mal d'argent. Et surtout, c'est complètement automatisé. Une fois que le site est posé, on ne fait plus rien. Donc là, du coup, ça va vraiment, donner un gros coup de boost à l'entreprise. Mais avant d'en arriver à 150 sites, bah, il faut les produire. Et ça, à l'époque, c'est pas si facile. Il y a pas les IA pour faire tout le boulot à notre place. Donc du coup, je commence à lancer une production industrielle. Alors j'avoue qu'au début, ça m'emballe pas trop, hein, l'idée de refaire systématiquement les mêmes choses plein de fois. Mais en fait, je finis quand même par trouver un intérêt parce que, bah, il y a de la créativité, en fait, dans l'industrialisation. Alors du coup, pour nous aider décidément. Alors du coup, pour nous aider, on va embaucher un apprenti qui va nous aider à faire ces sites et on va commencer à passer des commandes en direct à un rédacteur béninois pour nous aider à rédiger. Il faut savoir qu'à l'époque, je passais par, la plateforme, Textbroker. Mais en fait, j'aimais pas trop parce que la qualité, elle était variable en fonction du rédacteur qu'on te donnait. Alors, tu pouvais demander à un rédacteur en particulier, mais dans ce cas-là, ça coûtait plus cher. Et moi, de façon générale, ça m'ennuie de pas travailler en direct avec les gens. Je préfère savoir avec qui je travaille. Donc, voilà, ça c'est encore un truc très personnel. Et du coup, je trouve ce rédacteur béninois et puis on commence à travailler en direct. Et puis, bah, du coup, ça coûte extrêmement moins cher parce que forcément, il y a plus, les commissions, de la plateforme et en plus, je peux payer mieux que la plateforme parce que, bah, du coup, c'est gagnant-gagnant et je commence à mettre en place un système qui va me permettre de lui passer des commandes rapidement et lui de me les livrer rapidement. Donc là, ça va être le début de la production en masse, de textes directement avec, des rédacteurs offshore. Alors on continue, on commence à produire tous ces sites de mots-clés plus ville. Et en fait, pour chacun des sites, il y a une contrainte, il faut au minimum 10 backlinks pour qu'ils démarrent. Une fois qu'ils sont démarrés, c'est bon, Google il part en roue libre et puis il commence à les faire monter.
mais il faut quand même un petit peu cet électrochoc initial de 10 liens pour démarrer. Alors, du coup, je commence par acheter des liens sur les plateformes de netlinking, mais à l'époque, ça coûte extrêmement cher. En gros, pour acheter un lien, c'est 50 €. Donc du coup, je commence à négocier en direct avec, des copains SEO pour leur acheter des liens et là, je les obtiens à 10 € pièce, donc 5 fois moins cher quand même. Donc là, c'est plutôt intéressant. Donc pendant 1 an, je rachète comme ça régulièrement, pour, 100 € de liens, donc 10 liens à 10 € et puis, bon, je commence à me dire, enfin, je vois sur quoi ils publient, hein. C'est des blogs de PBN WordPress, il y a rien d'extraordinaire. Ils ont pris un expiré, ils ont foutu un WordPress dessus et puis après, ils facturent des articles. Bah, ça, moi, je peux le faire aussi, quoi. Donc du coup, je commence à produire mes propres PBN, pour faire des liens à mes propres sites. Donc là, c'est là que je commence à créer mon PBN interne. Alors au début, il est modeste, hein, il y a une dizaine de sites. Alors avec Content SEO, je pouvais faire des PBN en HTML, et les gérer. Mais en fait, je me rends compte que c'est compliqué parce qu'au niveau du design et il faut à chaque fois créer, un thème. Donc avec, WordPress, qu'on peut avoir plein de thèmes différents facilement et surtout, je me dis: «Si un jour je veux vendre il vaut mieux que j'ai des WordPress plutôt que des sites HTML». Parce que le site, HTML c'est compliqué à gérer, même avec une interface comme, Content SEO. Tandis qu'un WordPress, je le donne à ma mère, elle peut commencer à publier des articles. Il y a pas de problème, elle saura le faire. Donc du coup, il y avait aussi cette problématique-là de, à long terme, se dire, si je veux vendre, il vaut mieux que ce soit du WordPress. Alors la plupart de ces sites de cette première génération de blogs, seront supprimés parce que je pars sur des expirés avec des noms, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est des noms qui sont vraiment moches, comme, Joli feu de bois, 95, enfin des trucs ridicules et ce qui fait qu'à long terme on peut pas tenir un blog, enfin un PBN de blog avec, qui ont des noms de domaine vraiment nuls. C'est très compliqué, quoi et j'avais aussi et alors ça, c'était une grosse erreur, j'avais aussi des noms de domaine qui contenaient une marque et ça, en fait, alors c'est pas très, très grave, en fait, hem, le potentiel que ça génère une action, juridique est extrêmement faible. Et le problème, c'est que quand on multiplie tous les risques juridiques les uns à côté des autres à la fin, ça devient un vrai gros risque. Donc du coup, au bout d'un moment, tous ces blogs qui avaient des noms de domaine avec une marque je les ai éliminés et donc il doit rester à peine, un quart, d'origine de 2016 parce que tous les autres, je les ai virés. Du coup, dans la foulée en 2016, je commence à vendre des articles sponsorisés. Bah oui, hein, j'ai PBN donc là, opportunité de vendre et donc je commence à vendre en direct à mes copains SEO. Alors, à cette époque-là et d'ailleurs toujours, je décide de pas vendre sur les plateformes parce que je trouve que leur processus est trop lourd. En fait, moi, ce que je veux, c'est automatiser. Donc du coup, il y a beaucoup de clics, il faut s'inscrire, il faut mettre les sites, enfin voilà, c'est un petit peu lourd et moi, je préfère vendre directement à des gens que je connais. Pour moi, c'est plus intéressant. Donc du coup, au début, je vends simplement via un fichier Excel, hein. C'est-à-dire que quand quelqu'un peut me passer une commande, je lui envoie un fichier avec, ma liste de noms de domaine et puis, lui, il peut piocher dedans. Alors à l'époque, je vends 35 € l'article. Donc retenez ça parce que ça a déjà baissé par rapport à ce qui était vendu sur les plateformes. Alors, ce fichier Excel, c'est quand même extrêmement lourd. Donc, assez rapidement, je développe une interface de commande basique qui sera directement accessible sur le CRM en ligne. Donc là, je commence à prendre, du coup, des commandes en automatisé et ça va me faire gagner énormément de temps, pour la suite. En 2017, je suis assez surpris de me faire virer par mon hébergeur. Parce qu'en fait, je suis toujours sur un mutualisé et en fait,
mon hébergeur ne supporte plus mes sites qui font tous 120 000 pages généralement. Ça prend beaucoup de temps à sauvegarder tous les jours. Et en fait, ça prend tellement de temps que il peut pas faire, il peut pas faire une sauvegarde complète de 24 heures parce que il y a trop de fichiers. Donc, en fait, je me fais virer. Alors du coup, je décide de prendre un serveur dédié chez OVH et donc cette fois-ci, bah, je pourrais en faire tout ce que je veux. Et c'est à cette époque-là aussi, du coup, que je commence à travailler avec des sysadmins freelance qui vont m'aider à maintenir un serveur parce que c'est un métier à part entière. Du coup, j'apprends un petit peu à la fois comment ça fonctionne et je garde toujours un freelance avec moi pour le suivre. Donc, au bout d'un moment, sachez que si vous vendez des liens, il faudra que vous ayez votre serveur dédié pour ne pas subir les contraintes du serveur mutualisé. Ça sera quasi obligatoire. Donc, pensez-y comme une étape. Il faudra que vous y passiez. 2017, c'est aussi l'année où je vends mon premier méga PBN. Alors là, c'est un client qui me commande 430 sites de blog WordPress. Donc, rappelez-vous qu'à l'époque, il n'y a pas l'IA et que cette personne me demande de mettre 7 articles par WordPress. 7 articles qui font minimum 500 mots. Donc là, on commence à passer vraiment dans l'industrialisation massive. C'est plus de la petite automatisation, c'est vraiment, on commence à créer des processus et à mettre en place des équipes de rédacteurs. Parce que il y a il y a des milliers d'articles à rédiger très rapidement. Hein, le client me les commande par paquet de 100 et veut une livraison dans le mois suivant. Donc voilà, il faut aller très très vite. Donc du coup, c'est à ce moment-là que je crée la méthode Bulldozer, qui sera ma première conférence d'ailleurs, et la guerre des clics, le concept de guerre des clics. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur mon blog, j'explique ce que c'est. 2018, je me lance dans la location de liens en page d'accueil. Alors ça, c'est l'énorme avantage d'avoir les clients en direct. C'est-à-dire que je propose à un client d'acheter des liens en articles, des articles sponsorisés. Et puis lui, il me dit, non mais François, moi ce que je cherche, c'est pas des articles sponsorisés, ça j'en ai déjà plein. Moi, ce que je veux, c'est des liens en page d'accueil. Bon, ok, bon bah du coup, je lui dis, ok, bah, il t'en faudrait combien? Bah plusieurs centaines en fait. Je fais, ah oui, d'accord, ok. Et vous voyez, s'il y avait eu l'interface d'une plateforme entre moi et ce client, eh ben, en fait, j'aurais pas eu cette opportunité business. Donc, c'est pour ça aussi que j'aime bien travailler en direct. Et donc, en 2018, enfin, pendant les 2 années suivantes, on va mettre jusqu'à 1500 liens en location, en lien en page d'accueil sur les sites sur mes blogs de BBN. Alors, ce client-là a une demande un peu spécifique. Il veut absolument que chaque site ait une IP différente. Alors, du coup, ça, c'est quelque chose qui est un petit peu technique. Mais en gros, quand tous vos liens proviennent d'une seule et même IP, ça veut dire que derrière, il y a un seul serveur. Et ça veut dire que tous les sites appartiennent à la même personne. Donc là, il y a un moyen avec OVH de camoufler ça en commandant des IP différentes. À cette époque-là, je vais commander jusqu'à 1000 IP différentes pour que chacun de mes sites ait bien sa propre IP. Alors à l'époque, c'est super parce que chez OVH, on paye 2 € une fois et on a l'IP Abi. Alors ça, c'est quelque chose qui va changer plus tard. Après, les IP, elles seront en location et ça sera 2 € par mois. Alors là, je vous laisse faire la multiplication, hein, 2 € fois 1000, donc facture de 2000 € par mois. Donc là, très vite, j'ai bien diminué le nombre d'IP en location chez OVH. Hein, je suis repassé à 250. Et du coup, en fait, c'est quasiment aujourd'hui mon plus gros budget de mon entreprise, c'est les IP, la location des IP pour avoir des IP différentes sur chacun de mes sites. Et bon, finalement, c'est un bon investissement parce que c'est quelque chose qui est très demandé par les SEO, finalement, d'avoir des IP différentes pour les blogs et pour publier des articles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été positif pour moi. Finalement, ça a été un gros boost au niveau technique. Pour cette prestation-là, location de lien, je vais créer encore plus de sites de PBN pour pouvoir publier des liens pour mon client. Et du coup, je vais créer, ça va encore augmenter ma masse de sites. En 2019, je commence la construction de Bulldoze. Alors, Bulldoze, à l'origine, c'est
Juste une plateforme de rédaction. C'est-à-dire que ça met en relation des rédacteurs, majoritairement offshore, avec les clients qui ont besoin de commander des textes. Donc ça, c'est vraiment un besoin que moi j'ai à la base. La particularité, c'est que c'est en direct et sans commission. Donc en fait, moi je gagne pas d'argent lorsqu'un rédacteur fait une vente. Par contre, il se débrouille pour se faire payer. C'est juste, c'est plus un annuaire avec un formulaire de commande et un suivi de la livraison et de la facturation aussi, plutôt que vraiment une plateforme bloquante, on va dire. Tu t'as une Alors, question, je te me permets, alors elle était juste avant, mais c'est quand tu as parlé des IP, mais pour Wolt, du coup. c'est quoi? Là, la question, je te l'ai affichée. Oui, mais je vois pas. Ah mince, tu la vois pas. La- Bon. Il parle des IP et après il parle de. Alors j'ai un accent anglais catastrophique, mais Wols, W-H-O-L-S. Et il a mis aussi, est-on vraiment anonymisé avec Wols? J'imagine que Google peut tout savoir. Alors non, en fait là, ça c'est une des problématiques du SEO, c'est les croyances. C'est-à-dire que les SEO, enfin pas les experts, mais beaucoup de personnes, on va dire, pensent qu'on peut se cacher de Google. Mais en fait non, vous rêvez. Google, vous pouvez pas vous cacher de lui. Si vous avez un réseau de sites, Google le sait. Il le sait par plein de moyens différents. Il a des espions partout. Il sait très bien ce qui se passe sur les différents sites. Donc voilà, ce n'est pas une. En fait, moi, j'essaie même plus de cacher que je suis propriétaire de tous les sites. Je considère que ça sert à rien. On est face à une machine qui en sait plus que nous sur nos propres vies, hein. Donc bon, mais en tout cas, c'est une demande des clients qui achètent du lien que toutes les IP soient pas similaires. Donc moi, je m'adapte. Si on me demande ça, je le fais. Et du coup, on peut les acheter chez OVH. C'est une prestation qu'ils proposent. Alors, je sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que oui, je te laisse continuer. C'était juste qu'elle était en même temps. J'ai dit, je vais quand même la poser. Alors du coup, moi, ça me permet de gérer massivement la rédaction via Bulldoze parce que j'ai besoin d'énormément de texte avec les commandes de PBN et puis l'ajout régulier de nouveaux sites dans mon PBN. Et ça va aussi me permettre de faciliter le recrutement de nouveaux rédacteurs offshore. C'est-à-dire que vu que les rédacteurs s'inscrivent d'eux-mêmes sur Bulldoze, et ben moi, après, je peux aller les contacter directement et puis leur dire, les tester, voir s'ils sont bons et puis commencer à travailler avec eux. Il y a un point que j'avais pas forcément imaginé au départ, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de SEO qui commencent à s'inscrire à Bulldoze pour trouver des rédacteurs. Et alors sur le coup, j'y accorde pas beaucoup d'importance à ce point-là, mais en fait, si, c'est primordial pour la suite. Alors en 2020, je commence à travailler sérieusement ma newsletter. C'est-à-dire que je continue à publier régulièrement des articles sur mon blog et je suis complètement dépendant des algorithmes de Twitter et de LinkedIn euh, pour ma visibilité. C'est-à-dire que si demain ils décident de plus rendre mes articles visibles, eh ben, je perds tout le contact avec mes abonnés. Donc ça, c'est quelque chose qui m'inquiète. Et du coup, je décide de insister un petit peu plus sur les newsletters pour que les gens s'y inscrivent pour pouvoir communiquer directement avec eux sans être dépendant d'algorithmes américains. Alors, à un moment donné, j'utilise Substack, qui est extrêmement pratique et fait très bien le boulot. Mais je me fais virer en 2024 sans explication et sans raison particulière parce que globalement, je faisais quand même du très bon boulot. Du moins, c'est ce que je considère et que je respectais leurs conditions. Donc du coup, j'ai eu beau insister plusieurs fois pour savoir ce qui se passait, on m'a jamais répondu. Et donc en fait, depuis ce temps-là, alors c'était pas la première fois que j'avais un coup de ce type-là avec une grosse entreprise américaine. Je m'étais déjà fait virer de l'affiliation Amazon en 2016, je crois. Et donc, ils m'avaient pas payé 1 000 € quand même. Ça va. Donc, à partir de ce moment-là, je vais commencer à essayer de limiter au maximum ma dépendance aux géants des USA. Alors, évidemment, c'est strictement impossible à un bon moment quand tu travailles sur Google. Il faut dire un peu les choses. Mais bon, au moins, sur les outils, s'il y a une alternative européenne française, eh ben, je vais plutôt favoriser l'alternative européenne pour éviter de me retrouver avec des problématiques comme ça.
Parce qu'au moins, l'avantage quand on travaille avec les Français, c'est que si vraiment il y a un problème, eh ben, on peut toujours prendre sa voiture et puis aller au bureau du gars et discuter. Tandis que quand c'est quelqu'un qui est aux États-Unis, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ça, alors, c'est un petit peu visionnaire, hein, parce que aujourd'hui, on se rend compte que ces problématiques de souveraineté, c'est hyper important en fait. Alors évidemment, moi, je suis une toute petite entreprise, hein, voilà, j'ai pas les mêmes, j'ai pas les mêmes contraintes qu'un grand groupe. Mais en fait, c'est le même délire. Si un jour il y a un service américain qui est coupé parce que Trump a décidé que finalement les Européens ils aimaient vraiment pas, et là, voilà, par exemple, typiquement, Stripe, si un jour, c'est coupé, c'est une catastrophe pour beaucoup de monde. Alors que moi, je suis pas dépendant de Stripe ou de PayPal. Alors je demande à mes clients de me faire des virements bancaires, ça toujours, mais au moins, voilà, il y a pas de je suis tranquille, ouais. Donc faites gaffe à ça, la dépendance aux gens des Américains pour votre business, ça peut sauter du jour au lendemain. Ça faisait un bout de temps que je ne vous ai pas montré un petit projet qui est à Forêt. Donc en 2021, je sors Domain Express. J'en avais parlé lors d'une conférence Nice Gardens. Et le principe, c'est de vendre des TBN qui ont déjà un historique. Mais là encore, c'est un produit qui n'est pas très aligné avec le marché. Il n'y a personne qui veut vraiment ça. Et finalement, ça se fera tuer par l'IA parce que à partir du moment où l'IA permet de rédiger énormément de textes gratuitement, eh ben, il y a plus d'intérêt à acheter, enfin, il y a beaucoup moins d'intérêt d'acheter un PBN qui a déjà plusieurs articles de rédigés. Et donc, ce projet sera converti en bloc de PBN. Alors, en général, c'est ce qui se passe avec tous mes projets foirés, c'est que je les convertis en bloc de PBN, ce qui fait que vous pouvez acheter un article sponsorisé à 5 € sur Domain Express. 2021, c'est aussi l'incendie de VH. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vous parle de l'histoire de mon entreprise et en fait, pendant 48 heures, mon entreprise n'existe plus. Voilà, elle a brûlé. Comme quoi, avoir des prestataires français, c'est pas forcément une garantie que ça marchera toujours. Mais bon, c'est la vie. Et donc voilà, donc pendant 48 heures, mon entreprise n'existe plus que sous forme de fumée dans l'atmosphère alsacienne, parce que c'était le data center de VH de Strasbourg qui avait brûlé. Mais heureusement, j'avais eu la bonne idée de travailler avec un administrateur système qui avait fait correctement les sauvegardes et qui a donc pu remonter l'intégralité de mon CRM, de Bulldoze et de tous mes blogs de PBN à l'époque et de ceux de mes clients, au passage. Donc à l'époque, je crois qu'il y en avait 4000 sites. Et donc tout ça a été sauvé des flammes grâce aux sauvegardes. Et depuis, je fais des exercices de sauvegarde tous les 15 jours. Ça, c'est quelque chose que je vous recommande vraiment de faire. C'est ultra important. Donc tous les 15 jours, je prends 2 heures, c'est le mardi au matin, et je supprime 3 sites au hasard sur mon serveur et je dois me débrouiller pour les remonter avec mes sauvegardes. Voilà, c'est le challenge, tous les 2 semaines, je fais ça. Alors évidemment, je fais des sauvegardes intermédiaires, hein, au cas où la sauvegarde initiale n'avait pas fonctionné. Mais ça me permet du coup de connaître très précisément la procédure de sauvegarde, de savoir comment elle fonctionne, comment on remonte les sites, de vérifier que ça fonctionne aussi, les sauvegardes, au passage. Parce que c'est quelque chose qu'on oublie toujours, les sauvegardes, jusqu'au jour où ça brûle. Donc voilà, je recommande vraiment de faire ça. C'est important. C'est comme les exercices incendie dans la vie réelle, là, dans les entreprises et dans les écoles. Et il faut faire aussi, de votre côté, des exercices de sauvegarde pour ne pas perdre votre travail. Alors, en 2022, je lance la plateforme de netlinking sur Bulldoze. Donc là, c'est une plateforme netlinking toujours en direct et sans commission. Donc, les vendeurs de liens peuvent mettre en vente leur site peuvent mettre en vente des articles sponsorisés et de la location de liens sur Bulldoze et les acheteurs peuvent leur commander. Et du coup, grâce à cette interface publique, donc plus cantonnée dans le CRN, on va commencer à vendre beaucoup plus d'articles. C'est là qu'on va commencer à vraiment faire du chiffre d'affaires un petit peu plus intéressant avec la vente d'articles sponsorisés. Alors par contre, la plateforme de mise en relation, ça pose problème parce que nous, on est extrêmement attentifs à la qualité de ce qu'on produit et au délai de livraison. C'est-à-dire que quand on nous passe une commande d'article, en général, 4 heures plus tard, elle est en ligne. Et l'article est bon, avec des belles images. Enfin, voilà, le client est satisfait. Mais tous les vendeurs de liens n'ont pas forcément ces priorités-là.
Et du coup, on va se retrouver avec des clients qui sont pas contents de leur vendeur parce qu'ils n'ont pas fait des beaux textes, parce que les images sont nulles, parce que ça fait 3 mois qu'ils ont commandé, ils ont toujours pas de résultat. Et ça va être quelque chose de très désagréable pour nous parce que ça va avoir une répercussion sur notre propre réputation. Et ça, c'est pas acceptable. Et ce sera un des arguments pour la décision que j'ai dû prendre plus tard et que je vous montrerai, que je vous expliquerai après. Alors, fin 2022, c'est l'arrivée de l'IA. ChatGPT débarque. Et alors là, c'est un peu la catastrophe pour nous. Parce que, en fait, c'est l'effondrement de nos avantages concurrentiels historiques. C'est-à-dire qu'on a deux gros avantages dans mon entreprise. Le premier, c'est la rédaction. On a la capacité de produire beaucoup de textes pas cher, rapidement, grâce au fait qu'on maîtrise Bulldoze et qu'on a des équipes de rédacteurs. Donc ça, c'est un gros avantage. Et en fait, ce qui va se faire balayer dès 2023 massivement par ChatGPT. ChatGPT qui te rédige un texte gratuitement en quelques secondes. Alors, au début, c'était pas génial, mais très rapidement, avec ChatGPT 4, c'était très bien. L'autre avantage qu'on perd, alors pas aussi rapidement que ça, mais très vite quand même, c'est le développement. C'est-à-dire que moi, je suis développeur, donc ça me permettait de créer des automatisations super poussées. Et là, du coup, avec ChatGPT et des IA, bah, tout le monde va pouvoir commencer à développer des petits outils, à développer des SaaS, à développer des choses. Et cet avantage que j'avais de développement va être également grignoté au fil du temps. Et aujourd'hui, j'ai quasiment plus d'avantages à être développeur par rapport à des gens qui ne le sont pas du tout. Tout le monde peut produire facilement des petits outils pour aller beaucoup plus vite. Et donc, la conséquence de tout ça, c'est qu'avec l'IA, eh ben, je vais devoir lutter un petit peu plus et ça va multiplier ma charge de travail par 2 pour pouvoir continuer à être dans le game, à être un petit peu en avance sur les concurrents. Donc, j'adore les IA, c'est pas le problème, mais ça a une conséquence un petit peu compliquée. Alors, c'est représenté par cette image-là, c'est-à-dire qu'avant l'IA, bah, franchement, j'étais assez peinard, ça bougeait pas trop. Heu, on vendait tranquillement nos prestations, ça se passait bien. Et l'IA, voilà, c'est une tsunami et là, il faut vraiment bosser pour continuer à passer sur la vague. Mais bon, finalement, ça a été plutôt à notre avantage. Allez, un petit projet qui a cassé, encore un. En 2023, je lance Backroom Masters. Alors, c'est un annuaire de plateforme de netlinking et d'agence SEO. Alors, honnêtement, c'était une excellente idée. Ça aurait pu générer beaucoup de trafic très, très, très qualifié, puis après vendre de l'affiliation pour les plateformes. Et j'avais bien démarré le projet, j'ai appris pas mal de choses avec, mais j'avais plus le temps de m'en occuper parce que l'IA me force à travailler sur d'autres projets. Et donc finalement, il terminera lui aussi converti en bloc de PBN, comme tous les projets qui n'ont pas réussi à émerger. Voilà. Rien ne se perd, hein. Alors ça, c'est un truc de mon entreprise, c'est que rien ne se perd. Vous voyez, Mass Content SEO, au début, ça marche pas. Je récupère le moteur, je récupère les pièces. Et ben, ça sera toujours pareil avec tous mes projets, en fait. Même quand je rate un projet, et ben, il y a toujours des pièces à récupérer pour les utiliser ailleurs. D'ailleurs, Backlist Master, par exemple, c'est la première fois que je fais un site multilingue et ça sera réutilisé plus tard sur d'autres projets, cette capacité de faire des sites multilingues. C'est pas si simple en vrai. En 2023, je lance les campagnes de linking sur Bulldoze. Alors, vous voyez, je pense que vous voyez là où c'est sorti. C'est donc en août, en août 2023. Donc à partir de ce moment-là, en fait, on fait x10 sur la vente d'articles sponsorisés. Parce que à l'origine, les gens, pour nous commander un article sponsorisé, il fallait qu'ils aillent dans le moteur qui présente tous nos sites, et puis qu'ils aillent sélectionner un titre, qui sélectionne un site, qui mettent leur titre, qui mettent leur encre. Enfin, voilà, on demandait plusieurs informations et c'était long. À partir du moment où on met la campagne de netlinking, on dit simplement au client, tu nous mets la page à booster, là où les pages à booster, combien tu veux le lien, et sur combien de temps tu veux qu'on les publie. Et c'est tout. Et à partir de ce moment-là, on va avoir beaucoup plus d'achats. Comme vous voyez, hein, c'est x10. D'achats d'articles. Et en fait, ça va devenir finalement un business beaucoup plus intéressant. Alors là, dernièrement, c'est un petit peu baissé parce que j'avais moins communiqué sur mon blog. Parce que, en fait, les ventes, enfin, les prestations qu'on vend sont
plus ou moins indexés, alors surtout sur des prestations comme ça, one shot, sont plus ou moins indexés sur ma capacité à communiquer à travers mon blog et les réseaux sociaux. Donc plus je vais communiquer, plus je vais vendre sur Bulldoze. En 2023, j'ai mis également la possibilité de commander des PBN via Bulldoze. Jusqu'alors, il fallait me contacter directement et puis c'était fichier Excel et puis tout ça. Donc là, je mets un vrai formulaire de commande de PBN sur Bulldoze, et ce qui me permet d'enchaîner des commandes, d'avoir beaucoup plus de commandes. Allez, un projet qui est réussi quand même, hein, comme je vous en montrer aussi un petit peu des trucs qui marchent. Donc, je fais un site de coloriage qui s'appelle Lilo Colors et qui va passer de 0 visiteur à 340 000 par mois en seulement un an. Donc, voilà, une belle réussite. Et là, pour le coup, c'est grâce à l'IA parce que ces coloriages ont été faits par l'IA. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce projet-là, eh ben, c'était le sujet de ma dernière conférence au SEO Garden Party. Donc, vous pouvez la retrouver dans le replay si vous voulez en savoir plus sur ça. J'ai expliqué comment on avait réussi à faire ça. On arrive 2024-2026 et Bulldoze devient un SaaS. Alors, en fait, le problème, c'est que la plateforme de rédaction est morte à cause de ChatGPT. Voilà, les rédacteurs travaillent quasiment plus avec via Bulldoze. Il n'y a plus personne qui leur commande de texte. Et l'autre problème, c'est la plateforme de vente d'articles sponsorisés sur Bulldoze. Comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a des clients, il y a des vendeurs qui jouent pas trop bien le jeu, ils sont pas très professionnels, et en fait, finalement, ça nuit à notre réputation à nous d'entrepreneurs. Et donc, je décide, et en plus, il n'y a pas beaucoup de ventes. En fait, c'est nous qui faisons 90% des ventes sur Bulldoze. Donc, finalement, le peu de ventes qu'il y a d'articles sponsorisés sur Bulldoze, eh ben, ça se passe généralement pas très bien. Donc, ça me fait plus de problèmes qu'autre chose. Donc, on prend une décision qui est assez radicale. On décide de supprimer toutes les plateformes de mise en relation de Bulldoze. Alors, ça, c'est un crève-cœur. Franchement, c'était la décision ultra dure. Parce que, en fait, voilà, c'était quand même 5 ans que je m'arrachais pour essayer de faire émerger ces plateformes de mise en relation. Et puis finalement, on se rend compte que ça ne marchera pas, que c'est pas possible. De toute façon, clairement, au bout d'un moment, si un projet n'est pas monétisable, ce qui était le cas parce que je prenais pas de commission, et en fait, il est mort avant même d'être né. Donc, ça sert à rien de. Il faut qu'un projet entrepreneurial rapporte de l'argent, sinon c'est mort. Et donc, ça pouvait se terminer que comme ça, en fait. Donc, du coup, ça devient un SaaS, c'est-à-dire que les acheteurs ne peuvent commander qu'à nous. Ils vont pouvoir nous commander des PBN, des articles sponsorisés, des campagnes de linking, directement via Bulldoze et uniquement à nous. Donc, ça devient plus un outil qu'une plateforme de mise en relation. On va en profiter pour fusionner le CRM avec Bulldoze. Donc, en fait, tous les modules de notre entreprise, comptabilité, facturation, gestion des clients, on va tout rapatrier pour fusionner avec Bulldoze. Donc là, c'est un énorme chantier. En fait, c'est extrêmement compliqué parce que, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de prestations qui sont proposées sur Bulldoze à beaucoup de clients. Et du coup, modifier un site alors qu'il est en cours d'utilisation, c'est assez compliqué. On ne peut faire les choses que pas à pas, petit à petit. Il ne faut pas trop changer l'interface non plus parce qu'après, les clients ils sont perdus, ils ne sont pas contents. Donc, c'est quelque chose qui s'est fait sur plusieurs années. Et ce chantier-là est seulement en cours de finalisation aujourd'hui. Donc, ça fait déjà 2 ans et je pense qu'il y en a encore pour 6 mois pour bien finaliser. Et enfin, voilà, beaucoup de travail à ce niveau-là. Mais bon, ça commence à venir. Allez, encore un petit projet qui aura cassé, décidément. Alors, cette fois-ci, c'est FAQIA.fr. Donc, mon objectif, c'était de faire le Wikipédia de l'IA, c'est-à-dire voilà, un article sur toutes les notions qui sont liées à l'IA. Alors, le principal intérêt pour moi, c'est mon propre apprentissage. C'est-à-dire que j'apprends des choses sur une notion. Donc, par exemple, je sais pas, moi, les GPU. Je ne savais pas spécialement ce que c'était. Et du coup, je travaille en profondeur ce sujet et je rédige un article pour intégrer, consolider mes connaissances.
Alors, c'est extrêmement intéressant, c'est passionnant. J'ai adoré ce travail de recherche. Malheureusement, au bout d'un moment, j'ai pas le temps. J'ai fait le tour de toutes les notions qui étaient vraiment importantes pour comprendre l'IA. Donc, je vais arrêter la rédaction d'articles. Euh, Par contre, celui-là, j'ai pas encore le cœur de le convertir en log de TBN pour mettre des articles pour mettre des articles dessus, des articles sponsorisés. Parce que j'y ai vraiment mis du cœur. Et en général, il me faut 2-3 ans pour faire le deuil d'un projet, voilà, pour avoir le courage de dire non, bah maintenant, il faut que tu rapportes de l'argent, gros. En 2024, alors toujours avec un client que j'ai en direct, qui me soutient qu'en fait, le trust flow, c'est hyper important pour lui, que en gros, il veut pas m'acheter d'articles s'il n'y a pas le trust flow qui va avec. Donc du coup, ça commence à m'énerver parce que c'est pas le premier client qui me dit ça. Et je rate des ventes à cause du trust flow, ce qui est absolument ridicule vu que le trust flow ne fonctionne pas. Et donc, j'apprends à optimiser le trust flow pour un site. Et lors du concours SEO organisé par la TEDxL en 2024, dans le cadre du concours, en fait, je parle du trust flow et puis j'explique que je sais désormais optimiser le trust flow. Et là, je me prends 10 mails de personnes qui me disent ça m'intéresse, je veux ta prestation, où est-ce qu'on paye? Incroyable. Donc, à la base, moi, je n'avais pas du tout prévu de faire cette prestation. C'était complètement inattendu. Mais j'ai été plus ou moins forcé par le marché, en quelque sorte. Et en fait, le succès, il est vraiment rapide, hein, parce que je vais avoir 500 sites à gérer en seulement un an. Et pour pouvoir gérer l'optimisation du trust flow de tous ces sites, il va falloir que je produise en masse des blocs de PBN. Et c'est là que je vais en faire 850 en un an. Donc voilà, donc une cadence quand même assez soutenue. Voilà, évidemment, là, maintenant qu'il y a l'IA, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Mais bon, ça reste quand même une petite performance technique de produire tous ces sites. Et finalement, ça va très très bien marcher parce que ça va faire 500 abonnements supplémentaires pour Bulldoze. Encore un nouveau projet, une nouvelle marque, Visibility IA. Alors, l'intérêt initial, c'était encore de l'apprentissage. Je voulais apprendre à rendre visibles des marques dans les IA. Et du coup, je commence à me tourner vers l'idée de faire une agence de visibilité dans les IA spécialisée. Donc, du coup, je commence à préparer une newsletter d'actualité. Toutes les semaines, je présente des actualités. Et en fait, très vite, je me rappelle qu'il y a un énorme problème avec ce genre de business-là, c'est que si je fais une agence, ça veut dire que je vends mon temps. Et ça, c'est une grave erreur, en fait. Il faut surtout pas faire ça. Il faut pas vendre son temps. Parce que c'est toujours le même problème que j'avais déjà énoncé au début, hein. Quand vous vendez votre temps, si vous êtes malade, il n'y a plus de temps. Donc, il n'y a plus d'argent. Donc, du coup, j'essaie de switcher sur la vente d'articles de marque, c'est-à-dire que ce sont des articles sponsorisés. Mais à la différence des articles sponsorisés classiques qui sont assez génériques, on va vraiment parler d'une marque en particulier, son historique, qu'est-ce qu'elle propose, pourquoi elle le fait mieux que les autres, etc. Alors, c'est un produit qui est extrêmement intéressant. C'est le produit de l'avenir, clairement. Bientôt, enfin, toutes les marques vont vouloir ce genre d'article. Actuellement, c'est encore un petit peu lourd à mettre en place au processus. Enfin, on a un processus qui fonctionne. J'en ai déjà vendu une trentaine des articles de marque à 50 € pièce. Mais pour l'instant, le processus, il n'est pas encore assez fluide et rapide pour pouvoir le vendre massivement. Donc, j'attends un petit peu d'augmenter en expérience et en efficacité avant de le proposer massivement pour de vrai. Et de toute façon, le marché n'est pas encore tout à fait mûr pour ce genre de choses. Ça commence à venir, mais en 2025, enfin, l'année dernière, du coup, c'est pas encore tout à fait prêt, quoi. Mais ça va venir un petit peu à la fois. Donc gardez ça en tête, hein. Si vous vendez des articles sponsorisés, il va falloir vous switcher sur des articles de marque. C'est quasiment écrit, quoi. Et voilà. Et du coup, on arrive en 2006 avec l'état actuel de Bulldoze, qui est désormais un SaaS sur lequel on vend 1000 articles par mois. On a un PBN de 1700 sites. On héberge 1900 sites de clients et on a une optimisation des trust flow de 500 sites. Et vous voyez bien le chemin complètement biscornu qui a été suivi pour arriver à ce résultat-là. C'est-à-dire qu'en fait, clairement,
il y a eu énormément d'exploration qui a été fait, de tenter des trucs, de se planter, de tenter autre chose, un autre projet, machin. On a vraiment l'impression, si on devait résumer ça à une image, d'un arbre sur lequel, on lance, des branches et qui en fait, les plupart se font couper au fil de l'eau pour ne garder, que la branche tout en haut, quoi. Mais, bah, finalement, on est quand même arrivé à un résultat assez satisfaisant et nos clients sont contents. Donc, voilà. C'est comme ça qu'on est arrivé finalement à vendre, autant d'articles sponsorisés et bah, j'espère que ça vous aura permis enfin, j'espère que ça vous aura donné quelques idées pour, votre propre business. Alors là, c'est la fin de l'histoire de mon entreprise. Je vais passer à des thématiques, un petit peu stratégiques, qui vont vous permettre d'avoir des réflexions sur comment on fait les choses. Attends, je regarde l'heure. Ah! Merde. Ah ouais, t'as 5 grosses minutes, on va dire encore. Ah OK. On était tous pris par ton fil conducteur et on est resté très concentré sur ton expérience qui était vachement passionnante. Mais du coup, je voulais pas te couper parce que c'était tellement cool. Mais voilà, je te laisse encore aussi une grosse minute pour qu'on passe quand même sur cette partie-là. OK. Alors déjà sur l'évolution globale du marché du lien. Ce que j'ai observé au fil des années, c'est une augmentation très claire de la qualité des sites et une diminution très claire de la qualité des sites. On est sur un marché ultra concurrentiel, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui peuvent rentrer dans ce marché. Il n'y a pas de barrière, hein. On prend un autre domaine, on monte un blog dessus WordPress, ça prend 5 minutes avec l'IA et on commence à vendre des articles sponsorisés. Donc le seul moyen de se distinguer, c'est d'être toujours plus qualitatif et d'être toujours plus bas en prix. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mes articles, ils sont à 5 €. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une grosse baisse parce que moi, quand j'ai acheté mes premiers articles il y a 10 ans, c'était 50 € et c'était la même qualité. Enfin, mes articles sont de meilleure qualité que ceux de l'époque. Alors, est-ce qu'il vaut mieux favoriser le récurrent ou le one shot? Alors là, c'est assez évident. Il faut absolument favoriser le récurrent. Moi, mon objectif, c'est de vendre des abonnements, de l'hébergement, de l'optimisation de TrustFlow, de la location de liens. Et en fait, les articles sponsorisés ne sont qu'un sous-produit de ces abonnements. En fait, voilà, je crée des sites en masse, par exemple pour l'optimisation de TrustFlow et j'en profite pour vendre, de la prestation d'articles sponsorisés. Mais c'est pas le contraire. Donc je ne crée pas spécifiquement des blogs de PBN pour vendre des articles sponsorisés. Alors du coup, c'est ce que je disais plus ou moins là. Est-ce qu'il vaut mieux être opportuniste ou se spécialiser? Donc moi, je vous déconseille de vous spécialiser dans la vente pure, d'articles sponsorisés parce que c'est un marché qui va, c'est ce que je vous expliquais, qui va nécessiter une qualité de plus en plus haute pour avoir un prix de plus en plus bas. Donc c'est extrêmement compliqué de se maintenir dans ce type de marché. C'est très ouvert, il y a pas de barrière, mais par contre, pour y rester, c'est super dur. Je dis pas que c'est impossible, hein, il y a des gens qui gagnent énormément d'argent grâce à ça, mais ils travaillent vraiment dur. Donc il vaut mieux être opportuniste, c'est-à-dire dire: «Bah, voilà, j'ai des sites parce que je fais de l'affiliation, parce que je fais, du e-commerce, parce que je fais, bah, j'ai mon site vitrine de ma propre entreprise. Je veux arrondir mes fins de mois, je vends quelques articles sponsorisés dessus» et en plus, vous aurez la métrique qui est la plus attendue. Ah, elle est là. La métrique la plus recherchée par tous les acheteurs, c'est l'authenticité. Donc, si vous avez un site authentique, alors un site authentique, c'est un site qui ne sert pas à vendre des articles sponsorisés, pour résumer, qui ne sert pas à faire uniquement du SEO. Donc, si vous avez des sites authentiques, c'est vraiment ce qui est le plus recherché par les acheteurs. Là, grosse plus-value. Au niveau des métriques, malheureusement, vous avez généralement besoin d'avoir des métriques. Alors, notamment le TrustFlow, hein, parce que c'est ce que je vends et honnêtement, c'est ce qui est très regardé par les utilisateurs. Donc, il vous faut un minimum de métriques qui fonctionnent. Donc, TrustFlow, referring domain, un maximum, minimum 10. Et nous, c'est ce qu'on s'impose, c'est 10 domaines référents au minimum. Si vous en avez 100, c'est mieux. Des mots-clés positionnés, des visiteurs SEO, toutes ces métriques-là sont importantes pour bien vendre. Donc, et alors, il y en a que vous pouvez obtenir de façon honnête, par exemple les mots-clés, mais clairement, par exemple, le TrustFlow, eh ben, c'est très très compliqué de l'obtenir de façon honnête parce que c'est un algorithme qui est de moins en moins maintenu par Majestic. Donc, à part en trichant, il n'y a pas grand-chose à faire. Je regarde 2 secondes là. Alors, est-ce qu'il vaut mieux vendre en direct ou via une plateforme? Alors, moi, je préfère largement vendre en direct parce que ça me permet d'avoir le contact avec le client, le contact avec le marché et c'est ça qui m'a permis de détecter des opportunités, au fil des ventes
notamment le Trustflow, notamment les campagnes de packs de liens. Si j'avais pas communiqué en direct avec mes clients, je n'aurais pas eu ce genre d'infos et je ne les aurais pas mis en place. Alors évidemment, le gros avantage des plateformes, ça va justement de ne pas voir les clients, clairement. Et du coup, vous n'avez pas toute la gestion, facturation, paiement qui est extrêmement complexe. Ça, c'est ce qui nous prend le plus de temps aujourd'hui, c'est de récupérer les paiements en fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est passé à un fonctionnement de paiement à l'avance, c'est-à-dire que jusqu'à très très récemment, jusqu'à en fait le mois dernier, on faisait les prestations et on les faisait payer après. Alors ça marchait très bien tant qu'on travaillait avec des copains qui étaient référenceurs et qui nous connaissaient personnellement. Mais là, le problème, c'est que Bulldoze commence à sortir un petit peu de cette sphère des copains. Et désormais, on a des gens qui commandent à Bulldoze sans nous connaître nous personnellement. Et du coup, ils ont beaucoup moins de scrupules de ne pas payer. Et à partir de ce moment-là, eh ben, c'est plus possible de ne pas faire payer avant. Et on a mis en place un système de crédit pour être sûr d'être payé. Alors, déterminer le bon prix. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important aussi. Déterminer le bon prix pour vos articles sponsorisés. C'est-à-dire que si vous vendez une Ferrari, votre Ferrari, si vous la vendez 1 000 €, eh ben, vous allez avoir 2 problèmes. D'abord, vous allez perdre beaucoup d'argent parce que vous pourriez la vendre beaucoup plus cher. Et en plus, les gens vont vous regarder avec suspicion en disant si c'est pas cher, c'est qu'il y a une arnaque. Et en fait, moi, c'est le problème que j'ai eu au début avec Bulldoze parce que j'ai mis mes articles sponsorisés à un prix très très bas pour l'époque, 5 €. Et c'était un prix qui indiquait que c'était du spam en fait. Alors qu'en fait, c'était pas le cas, c'était plutôt qualitatif. C'était juste pas cher du tout. Alors après, vu que le prix a une tendance baissière dans les articles sponsorisés, et ben maintenant, avec mes 5 €, voilà, la réalité du marché a rejoint mon prix d'article sponsorisé. Donc du coup, maintenant, les gens sont plus surpris de voir qu'un article peut être vendu 5 €. Mais donc, retenez ça, c'est que, dans prix, c'est pas seulement combien on va donner d'euros, c'est aussi une information sur la qualité. Et donc, si vous n'êtes pas dans la bonne gamme de prix, si votre Ferrari, si vous vendez de 1 000 €, et ben, en fait, vous n'allez pas réussir à bien la vendre. Enfin, ça sera beaucoup moins intéressant et finalement plus difficile de bien la vendre. Heu, allez, dernier point. Alors, on me demande souvent si un blog de PBN pour vendre des articles sponsorisés, vaut mieux faire un généraliste, c'est-à-dire qu'il parle de tout, un thématisé, c'est-à-dire qu'il va avoir une thématique générale, genre mode, business, famille, ou alors très niché, par exemple le mariage, les femmes enceintes, les robes de cocktail. Enfin, voilà. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est d'être thématisé, c'est-à-dire pas généraliste, parce que là, du coup, celui qui va vendre du rachat crédit va se retrouver à côté d'un article sur le badminton et un article sur les fleurs. Ça ne va pas. Plus personne n'en veut, ça, aujourd'hui. Trop niché, vous allez avoir un problème, c'est qu'en fait, vous n'allez pas avoir de clients, parce que bah, une fois que vous avez vendu, par exemple, si vous avez un site sur les femmes enceintes, bah, une fois que vous avez vendu aux 5 e-commerçants qui cherchent des articles sponsorisés dans cette thématique, et ben, vous n'avez plus de clients. Alors que des thématisés, donc par exemple sur la famille ou le business ou le bien-être, et bien là, vous pouvez vendre à beaucoup de monde tout en restant suffisamment thématisé. Donc, c'est le meilleur compromis. Donc, moi, je vous recommande plutôt de rester le thématisé. Petite information, je viens de publier 5 articles très très bien, je trouve, sur la marque et les processus dans le SEO. Et voilà, donc j'y mis beaucoup de cœur. C'est le résultat d'une réflexion sur un an, sur ce qu'est une marque, sur quel est le rapport avec les processus, comment devenir le choix par défaut des clients et l'impact que ça a sur le SEO. Donc voilà, donc je vous recommande fortement d'aller lire ces 5 articles. Je pense qu'ils sont très très bien, sinon je les aurais pas écrits.